Hello, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te partager dans les détails l'actualité cyber décalée des derniers jours. Comme d'habitude, je parlerai uniquement des principaux éléments. Matt Kunze a trouvé quelques vulnérabilités sur le haut-parleur intelligent de Google. Il a reçu une récompense de Google d'un montant de 107 500 $. Matt Kunze a réalisé quelques tests sur son haut-parleur intelligent Google Home Mini. Voici un résumé de l'attaque. Un pirate souhaite espionner une victime qui utilise le même réseau sans fil que le haut-parleur Google Home. Le pirate va écouter les communications sur le Wi-Fi et rechercher l'adresse MAC associée au haut-parleur Google Home. Ce pirate va rechercher l'adresse MAC qui commence par E4F042. Ces adresses sont liées aux équipements de Google. Le pirate envoie ensuite des paquets de déconnexion pour forcer le Google Home à entrer dans un mode de configuration spécial. En envoyant les déconnexions, le Google Home crée son propre réseau Wi-Fi. Le pirate va ensuite se connecter à ce Wi-Fi et récupérer via une requête API des informations sur le Google Home, comme l'identifiant cloud, le nom de l'appareil et le certificat. Ensuite, le pirate utilise ces trois paramètres pour lier son compte au haut-parleur Google Home. À partir de cette étape, le pirate peut espionner la victime, lancer des commandes à distance, débloquer une porte, faire des achats sur internet, etc. Petite parenthèse, si tu souhaites savoir comment fonctionne le hack d'un réseau Wi-Fi, j'ai fait cette vidéo, je mettrai le lien dans la description. Sur cette capture, Matt Kunze a mis en place une tâche qui s'exécute tous les jours pour que le Google Home appelle son téléphone. Matt avait aussi partagé quelques lignes de code Python pour reproduire ces vulnérabilités. Google a corrigé ces vulnérabilités depuis quelques jours. Je t'ai présenté une partie des découvertes de Matt. Il a rédigé sur son blog les détails de chaque vulnérabilité. Je mettrai le lien dans la description. Flipper Zero est un outil de pentest ou d'audit de sécurité et il permet par exemple l'émulation RFID, le clonage de clés d'accès, les communications NFC, Bluetooth et infrarouge. Pour te donner un exemple concret, Flipper Zero peut être utilisé sur une barrière levante ou il peut cloner un badge d'accès et remplacer ton ancien badge. Lors du lancement du projet Flipper Zero, les auteurs ont lancé un Kickstarter au financement participatif de 60 000 $. Finalement, ils ont récolté plus de 4 millions. Suite à cet énorme succès, j'ai essayé de commander un boîtier Flipper Zero, mais il est en rupture de stock. Les pirates ont donc profité de cette rupture de stock pour créer des faux sites afin de commander le Flipper Zero. Sur Twitter par exemple, à gauche c'est le faux compte et à droite c'est le vrai compte. Et sur ces faux sites, le prix du Flipper Zero est passé à 199 $, payable en crypto-monnaie, Bitcoin ou Ethereum. L'Unit 42 de Palo Alto a publié un article intéressant sur Automated Libra, un groupe sud-africain qui utilise le freejacking Purple Engine. Le freejacking est une technique qui permet à un pirate d'utiliser des ressources gratuites d'un service cloud afin d'effectuer le minage de crypto-monnaies. Palo Alto Networks a collecté plus de 250 gigas de données créées par Purple Engine. Ces données contenaient 173 indicateurs que tu peux retrouver ici. Purple Engine utilise plus de 40 porte-monnaies numériques et 7 crypto-monnaies. Et pour l'échange de ces crypto-monnaies, plusieurs plateformes sont utilisées comme Kratex, Exchange Market, Crex24 et Luno. Purple Engine utilise 3 outils pour la création automatique de comptes sur les plateformes cloud. Donc, le premier c'est Ion Browser, un navigateur web basé sur Chromium. Ensuite, tu as XDO Tool pour générer des clics de souris ou des saisies sur un clavier. Et ImageMagick, c'est un outil qui permet de modifier et convertir des photos. Ce petit script permet de générer une adresse email, un mot de passe et un identifiant. Tu peux constater que ces éléments sont dérivés de la variable random qui permet de générer un nombre aléatoire sur Linux. Je me suis amusé à exécuter ces 3 commandes sur une machine Linux pour voir ce qui était généré. La première commande retourne ceci. La seconde donne ça et la dernière retourne ceci. Globalement, un nombre aléatoire est généré, puis l'empreinte MD5 est générée sur ce nombre, puis chuf permet de générer un nombre dans cet intervalle et et-c permet d'afficher un nombre d'octets spécifique en fonction de ce que chuf aura généré. Si tu as besoin de plus de détails sur Bash, j'ai fait cette vidéo, je mettrai le lien dans la description. Ensuite, le pirate utilise XDO Tool pour remplir le formulaire GitHub avec les 3 variables créées précédemment et générer des clics de souris. L'avant-dernière étape consiste à résoudre un CAPTCHA. Pour contourner ce système, les pirates vont convertir l'image sur le CAPTCHA en RGB, rouge, vert et bleu. Ensuite, ils vont calculer la skewness ou la recherche de la symétrie sur le rouge avec la commande Identify. L'image qui a la plus petite skewness est sélectionnée pour répondre au CAPTCHA, donc ici c'est 2,
et cela correspond bien à la réponse du CAPTCHA où il fallait choisir une spirale. Et la dernière étape consiste à saisir un code à 8 chiffres envoyé par email. Tu ne le vois peut-être pas, mais il y a 8 cases ici. Ensuite, le script sur GitHub va créer des conteneurs Docker et appeler des applications externes pour le minage des crypto-monnaies. Avec cette procédure, les pirates ont réussi à créer entre octobre et novembre 2022 22 380 comptes sur GitHub et 100 723 comptes sur Heroku entre novembre 2021 et juillet 2022. Avant de te présenter la prochaine actu, n'oublie pas de t'abonner et liker la vidéo si tu aimes ce contenu. Je travaille dans la cybersécurité depuis quelques années et je partage quelques astuces sur ce domaine et sur les technologies en général. Et je publie 1 à 2 vidéos par semaine. Plusieurs vulnérabilités ont été constatées sur les sites de certains constructeurs automobiles, parmi lesquels BMW, Rolls-Royce, Mercedes-Benz, Ferrari, Toyota, etc. C'est l'équipe de Sam Curry qui a découvert ces vulnérabilités. Pour Mercedes, par exemple, ils ont testé plusieurs sites. Ils sont tombés sur umas.mercedes-benz.com. Ils ont ensuite créé un compte sur ce site. Ensuite, ils ont identifié les sites qui pourraient utiliser le SSO et ont identifié git.mercedes-benz.com. C'est le GitHub de Mercedes. Avec le compte créé précédemment, il était possible d'accéder à ce GitHub et voir les projets de Mercedes comme Mercedes Me Connect qui permet aux clients de Mercedes d'accéder à distance à leur véhicule. Ils avaient accès également à la plateforme SonarCube de Mercedes qui liste toutes les vulnérabilités sur le code des applications de Mercedes. Ce portail interne de Mercedes était aussi accessible. Pour BMW par exemple, il était possible d'accéder à des applications internes. Pour ce faire, ils ont identifié avec des outils comme FUF ou GAU, le fichier WADL qui permet de décrire les services proposés par une application sur Internet. À partir de ce fichier WADL, il était possible de voir comment lister les comptes des utilisateurs via API. Par exemple, cette commande renvoie tous les noms d'utilisateurs qui contiennent exemple. Ils ont également trouvé comment récupérer via API le code OTP associé à un compte utilisateur. La combinaison compte utilisateur plus code OTP permet de faire une réinitialisation de mot de passe. Il était donc possible de réinitialiser n'importe quel compte chez BMW. Ils ont par exemple pu accéder à ce portail réservé uniquement aux employés de BMW. Pour Ferrari, ils ont réussi via un appel API à modifier les données personnelles des utilisateurs, supprimer des comptes ou se déclarer comme propriétaire d'une Ferrari. Bref, ils ont pu récupérer les données personnelles des clients de plusieurs constructeurs automobiles. Je ne vais pas présenter ici tout le travail de Sam Curry et son équipe. Pour plus de détails, je te recommande son blog. Je mettrai le lien dans la description. Des chercheurs de la ZEC ont partagé un article sur un malware qui installe sur les ordinateurs Linux un mineur de crypto-monnaie et un robot qui permet de lancer des attaques DDoS. Ce malware utilise SHC qui permet de convertir un script shell en binaire ELF. Les pirates utilisent SHC avec l'algorithme RC4 pour éviter la détection par un logiciel anti-malware installé sur le PC de la victime. L'équivalent sous Windows de SHC s'appelle bat2exe qui permet de convertir des fichiers batch en exe. Voici un extrait du script du malware compilé avec SHC. Tu peux constater que le script se connecte à un serveur web et récupère des fichiers zip. Ensuite, il extrait ce fichier sur le PC de la victime. Les chercheurs de la ZEC ont également constaté que ce script va télécharger un fichier tar qui contient l'outil XMR-Rig, qui est un mineur de crypto-monnaie. C'est le script dans le fichier run qui lance le minage de crypto-monnaie. Voici un extrait du script dans le fichier run. Il vérifie si l'architecture du processeur est en 32 bits. Dans ce cas, XMR-Rig est appelé sans argument. Ensuite, il vérifie si l'architecture du processeur est en 64 bits. Dans ce cas, XMR-Rig est appelé avec plusieurs adresses IP publiques que j'ai masquées partiellement. Ce malware déploie également un script Perl qui permet de lancer une attaque DDoS. Le malware s'authentifie et se connecte à un serveur IRC. Puis le serveur IRC envoie quelques commandes sur le PC de la victime. Tu peux constater que le serveur peut demander une recherche de vulnérabilité SQL, un scan de port d'une machine, envoyer un email, utiliser Nmap pour scanner une machine sur un intervalle de port, lancer une attaque DDoS avec UDP Flood, TCP Flood, HTTP Flood ou SQL Flood, etc. Le 28 décembre 2022, le PDG de BitKeep a confirmé que la plateforme avait été victime d'une cyberattaque le 26 décembre 2022.
BitKeep est un porte-monnaie numérique qui va contenir des crypto-monnaies. Un pirate a exploité et détourné l'APK de BitKeep 7.2.9 sur leur site web. L'APK, c'est le fichier d'installation d'une application. Cet APK malicieux a ensuite été partagé aux utilisateurs en leur faisant croire que c'était une mise à jour à installer, ce qui a permis aux pirates d'accéder et de voler les clés privées et l'argent de ces utilisateurs. Les utilisateurs qui ont téléchargé l'APK 7.2.9 sur le site de BitKeep sont concernés par cette vulnérabilité. Cette vulnérabilité ne concerne pas les téléchargements de BitKeep via Google Play ou Apple App Store ou Chrome Web Store. Une petite parenthèse sur Citrix qui a publié en novembre 2022 3 alertes de sécurité. Ces 3 vulnérabilités permettent un accès non autorisé à la Citrix Gateway, l'exécution d'un bureau à distance via le phishing et le contournement de la protection contre l'attaque par force brute. D'après Fox IT, plusieurs serveurs dans le monde n'avaient toujours pas appliqué des correctifs de sécurité le 28 décembre 2022. Et sur ce graphe, tu peux voir par pays et en bleu foncé le nombre de serveurs qui ont déjà le correctif de sécurité. En bleu clair, c'est le nombre total de serveurs. Ce graphe date du 28 décembre 2022. Blunorov ou APT38 ou Nickel Gladstone, une filiale du groupe Lazarus, utilise une nouvelle technique qui permet de contourner les protections Windows Mark of the Web. Windows Mark of the Web affiche un message d'avertissement à l'utilisateur lors de l'installation d'un fichier téléchargé sur Internet. Pour contourner ce mécanisme, les pirates de Blunorov utilisent un fichier ISO ou un fichier VHD. Et en général, voici comment est déployé ce malware. Pour contourner Mark of the Web, des fichiers ISO ou VHD ou un script Visual Basic sont créés. Ces fichiers contiennent par exemple des fichiers PowerPoint ou PDF ou VBS malicieux qui vont ensuite télécharger le malware Blunorov. Voici le contenu d'un fichier ISO. Tu peux constater la présence d'un script Visual Basic. Et voici le contenu d'un fichier VHD. Tu peux constater la présence d'un fichier PDF. C'est une fausse offre d'emploi dans une banque japonaise. Il y a aussi le fichier exe job description. Ce fichier malicieux exe va faire appel à un autre fichier dump.bin. Blunorov est également capable de modifier son comportement en fonction de l'antivirus détecté sur le PC de la victime. Comme tu peux le constater sur cette image, les commandes exécutées sont différentes si Trend Micro ou Windows Defender ou Bitdefender ou Avira est installé. Les commandes CMD ou curl exécutées varient en fonction de l'antivirus détecté par ce malware. Ils ont également utilisé plus de 70 domaines et particulièrement des faux domaines pour imiter certaines banques japonaises et américaines comme ABF Capital, Anobaka, Angel Bridge, Mitsubishi UFJ Financial Group, Bank of America. Qualys a partagé un article intéressant sur le malware Bitrat. Ce Remote Access Trojan permet l'exfiltration de données, l'attaque DDoS, le keylogging, l'enregistrement du micro et de la webcam, le minage de crypto-monnaies et le vol d'identité. Qualys a constaté qu'une banque colombienne a été victime d'une cyberattaque. Les pirates ont utilisé SQLmap pour faire des injections SQL et récupérer 418 777 enregistrements dans la base de données. Cette attaque a permis de voler les numéros de carte d'identité, les adresses e-mail, les numéros de téléphone, le salaire, les infos sur les cartes de paiement, etc. Le fichier Excel qui contient ces données contient également une macro malicieuse. La macro va télécharger un payload DLL. Ce payload va utiliser WinHTTP pour télécharger Bitrat à partir d'un GitHub. Bitrat est téléchargé dans Temp. Et le GitHub en question contient plusieurs fichiers exe Bitrat. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur l'actu décalée sur la cybersécurité. J'espère que tu as aimé ce contenu. En attendant la prochaine actu, je te recommande cette autre vidéo. À bientôt.